Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille PEA-PME. Donc c'est le premier épisode, hein. Effectivement, j'ai décidé de séparer la partie PEA du PEA-PME. Alors même si globalement les objectifs sont les mêmes, au moins au niveau financier, je pense que la manière de gérer le portefeuille PEA-PME sera sans doute différente de la gestion du PEA. Alors si on regarde l'agenda, en fait, on va voir en quoi la gestion va être différente du PEA. Et ensuite, je ferai une présentation de mon PEA-PME, des actions que je possède dans ce PEA-PME, et puis on terminera sur le carnet d'ordre. Alors, avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, oui, une gestion différente en fait. Pourquoi c'est une gestion différente? Déjà, dans le cadre du PEA, j'utilise énormément les droites de régression avec une antériorité sur les actions, pour moi, qui est de l'ordre de 20 ans. Je regarde les cours sur 20 ans, une droite de régression, ce qui me permet de situer l'action par rapport à un historique, un track record. C'est pas du tout le cas en fait pour beaucoup d'actions donc qui vont sur le PEA-PME. Je prends un exemple ici, Freelance par exemple a démarré sa cotation en 2005. Bon, il y a d'autres actions, c'est beaucoup plus tard, hein, en 2017 ou 2018. Donc faire des droites de régression sur aussi peu de records, ça peut fausser, on va dire, l'évaluation de l'entreprise, notamment s'il y a eu de fortes fluctuations, soit au début de la vie de la cotation ou alors de manière un peu plus récente. Donc ça paraît relativement compliqué d'appliquer cette méthodologie en fait sur des actions plus récentes. Donc le challenge des small caps pour l'investisseur, donc je viens de lire, donc un track record limité, hein, donc des entreprises récentes ou en développement. Donc on a peu d'exercices comptables, relativement peu de données financières, ou du moins dans le temps. On a une difficulté à valoriser, à pricer ces entreprises, hein, puisqu'elles peuvent très fortement varier en fonction de leurs résultats. Il peut y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être monoproduits, donc finalement, en fonction de la réussite ou pas de leurs produits phares, eh bien, le cours va fluctuer très fortement. Éventuellement une fragilité dans les crises, notamment sur le plan financier. C'est pas forcément des entreprises qui ont des capitaux propres très élevés, donc qui ont recours très souvent au financement sur les marchés, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et puis, par contre, hein, c'est pour ça que j'ai mis cependant, certaines small caps seront les big caps de demain. Il faut bien démarrer quelque part, donc les small caps qu'on voit aujourd'hui, ce sera les futurs Total Energy, Air Liquide, etc. Donc les critères de choix privilégiés, alors ça c'est pas forcément mes critères à moi, mais ce sont des éléments que j'ai retrouvés dans la littérature ou sur différents sites. Donc on va rechercher des entreprises avec des rendements intéressants. Donc la notion de rentabilité est très importante, même si je sais que beaucoup de startups sur leurs premières années de vie, elles sont généralement pas du tout rentables. Mais par contre, lorsque la rentabilité arrive, ça devient explosif. On va rechercher donc des entreprises avec une rentabilité des capitaux propres supérieure, hein, supérieure soit à ses pairs, soit à la moyenne du marché. On va chercher également donc des entreprises avec un free cash flow qui témoignent d'une bonne capacité d'autofinancement. Donc ça c'est bon, c'est aussi vrai pour les grosses caps. Et puis ça peut être aussi intéressant de regarder du côté de l'actionnariat de l'entreprise. Hein, par exemple, si on a un actionnaire de référence connu ou fiable, comme par exemple une famille, donc ça c'est un point intéressant parce que la gestion d'une entreprise, lorsqu'elle est possédée à majorité par la famille, on sait que ils vont pas s'amuser à faire n'importe quoi au niveau des investissements ou au niveau de la gestion quotidienne, puisque quelque part leurs revenus
dépend de la performance de leur entreprise. On peut également regarder s'il y a un partenariat avec un fonds ou alors un acteur du marché un peu plus gros qui aurait mis effectivement des capitaux dans cette entreprise en vue soit d'en faire l'acquisition dans les années suivantes, ou alors parce qu'elle sent un potentiel, elle va investir fortement parce que l'entreprise a un complément par rapport à son activité. Ça, on le voit assez souvent, par exemple, des sociétés comme Sanofi, L'Oréal, qui vont investir en fait dans des actions. Donc repérer ce type d'actionnaire pour une entreprise, ça peut être un point assez positif. Alors quelle sera ma stratégie en fait sur le PEA-PME? Donc on va rechercher des entreprises sur les critères énoncés précédemment. On va peut-être aussi initier une activité de trading. Alors on ne sera pas sur du day trading, on sera plutôt sur du swing ou un peu plus loin. Donc ce sera, on va dire, à la journée, à la semaine ou au mois. Mais essayer de profiter, par exemple, d'une tendance à la hausse de certaines actions pour essayer de rentrer et profiter de la vague et ensuite ressortir après quelques jours, après quelques semaines. Ça veut dire que dans ce cas, sur cette partie trading, le critère, donc les critères de rentabilité, etc., ne seront pas les critères principaux. On va privilégier en fait des critères plutôt graphiques. Et l'avantage aussi, c'est que cette partie trading, ce sera une opportunité pour acquérir de l'expérience en fait sur ce marché. Donc pour moi, c'est un peu une découverte, la partie PME. Si on regarde mon PEA, il est plutôt orienté grosse, voire très grosse, hein, donc principalement des actions du CAC 40. Donc je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, notamment sur les small et mid cap, notamment les small cap. Alors la revue du portefeuille, donc je l'ai fait de manière alphabétique, hein. Donc on va démarrer par ABC Arbitrage. C'est une action que je possède par ailleurs sur le PEA. Donc l'idée ici, c'est de transférer les actions du PEA vers le PEA PME. Comme on peut pas le faire directement, même si je suis dans les deux cas à bourse directe, je suis obligé de vendre mes actions dans le cas du PEA et les racheter en fait dans le PEA PME. J'ai un PRU dans le PEA PME qui est en dessous, pardon, oui, en dessous du cours actuel, donc je suis en moins-value latente. Donc je peux pas le faire, hein. Donc j'achète un peu sur le PEA PME et puis lorsque je serai au-dessus de mon PRU sur la partie PEA, je vendrai en fait côté PEA et je renforcerai sans doute côté PEA PME. Donc si on regarde la société arbitrage, donc elle a quand même de bons fondamentaux. Donc c'est une exception par rapport à ce que j'ai dit, puisqu'on a un peu plus de 20 ans de track record. Donc on voit par exemple ici, actuellement ABC Arbitrage est quasiment à -1 écart type. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que j'en ai acheté un peu. Je vais pas trop renforcer puisque j'en ai aussi sur le PAPME, donc on va tout simplement attendre en fait que les cours remontent pour vendre d'un côté, éventuellement renforcer de l'autre. Alors la deuxième action, c'est BioUV Group. C'est une action que j'ai également que j'avais sur mon PEA, donc j'ai liquidé sur la partie PEA. J'en ai repris en fait sur le PEA PME. Donc si on regarde un petit peu cette action, on peut voir qu'au niveau du revenu, on est à 45 millions d'euros, donc c'est pas une très grosse entreprise. Un bon EBITDA de l'ordre de 6 millions de 6 millions d'euros. Si on regarde par exemple au niveau de l'efficacité de gestion, notamment le ROE, la moyenne du ROE, donc on voit qu'il est en constante progression, hein. Il y a 5 ans, la moyenne était 0,88, donc assez faible. On est de l'ordre de 7,65%. Donc plus on va se rapprocher de l'ordre de 10-15%, plus on aura vraiment de très bons ratios en fait de ce côté-là. Si on regarde côté marge, donc on a une entreprise qui est capable de dégager donc des marges de l'ordre de 2%, donc j'espère que c'est quelque chose qui va s'améliorer. C'est une entreprise qui distribue en fait du dividende. Voilà, donc
là, même s'il est à 0, le payout ratio, en fait, j'ai regardé, il est l'ordre de 20%. Voilà, donc, et puis par contre, on a un PE peut-être un peu élevé, ce qui peut expliquer la baisse récente du cours, notamment avec la publication de ses résultats. Une croissance de dette parce qu'elle a effectué des achats récemment, mais sinon, globalement, on peut voir que l'ensemble des indicateurs sont plutôt positifs. Si on regarde au niveau graphique, donc c'est une société qui a été cotée à partir du mois de juillet 2018, donc 50 cotations, ce qui est relativement récent. On peut voir ici, en fait, on a un trend sur le long terme, donc un support, en fait, sur le long terme que j'ai représenté entre les deux droites bleues. On est actuellement plutôt sur le bas du support. Et puis si on regarde au niveau de l'analyse graphique, donc ça c'est une vision globale mensuelle. Si on regarde sur l'analyse graphique au niveau mensuel, donc on voit ici qu'on a des supports mensuels qui se situent dans une zone 3,50, 3,90 euros. On a une résistance également autour de 5,50 € pour faire simple. Ensuite, au niveau journalier, ben, on voit en fait qu'on a ici un support qui tourne autour des 4,50 € qui a été enfoncé ici donc dernièrement. Donc là, on va soit directement en direction du support long terme autour des un petit peu en dessous de 4 euros, hein, plutôt autour des 3,85, 3,90. Soit éventuellement on risque de retourner en fait sur son support historique. Et là, on va voir si l'action sera capable de revenir en fait dans ce range, ou alors évoluer plutôt dans un range 3,90, 4,50. La troisième action, donc c'est Bourse Direct. Bourse Direct, pareil, c'est une société donc qui a un revenu assez faible, de l'ordre de 3 millions d'euros. Oui, alors là, j'avoue que c'est un peu bizarre. 3 millions d'euros, 11 millions d'euros d'EBITDA. Donc il y a peut-être une petite erreur sur le revenu. Bon. Une société qui est capable de dégager du free cash flow, qui distribue du dividende avec un payout ratio de l'ordre de 41%. Alors en fait, cette action, je ne l'ai pas pris pour ses fondamentaux, je l'ai principalement pris pour du trading. Donc, si on regarde effectivement l'évolution de cette action depuis le mois de septembre de l'année dernière, on voit qu'on est vraiment dans un trend following qui est très positif. L'action évolue au-dessus de ses supports, moyenne mobile à 30 jours, à 200 jours et à 400 jours. Voilà, donc l'idée c'est effectivement de prendre, de rentrer en fait sur Bourse Direct, c'est ce que j'ai fait avec un stop loss, et de profiter en fait de la hausse du cours voilà, pour réaliser une plus-value. Ensuite, Française de l'énergie, donc là aussi je suis sur de l'achat spéculatif. C'est une société qui génère 26 millions de chiffre d'affaires avec 16 millions d'EBITDA. Un return on equity qui est de l'ordre de 12%, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Si on regarde au niveau par contre du free cash flow, on voit que la société a beaucoup d'endettement, beaucoup d'investissements, 33 millions d'euros rapportés aux revenus, donc avec un free cash flow négatif, hein, donc ça peut éventuellement faire peur à des investisseurs. Par contre, on a quand même une évolution du cours qui est assez intéressante. Donc là, on est également en trend following. C'est une société qui a démarré sa cotation au 1er juin 2016. Voilà, et on est quand même sur une action en évolution. Si on regarde au niveau des résistances et des supports, donc on a un beau support ici qui est globalement un petit peu autour de 36 euros, 36-37 euros. On l'a tapé plusieurs fois, on va dire, notamment depuis la fin de l'année dernière, hein, une fois en décembre 2022, ensuite au début de l'année 2023. L'action a connu une très belle hausse sur les 2 premiers mois de l'année.
On a ici une résistance hebdomadaire qui est de l'ordre entre 47 et 51 euros. Si on regarde un petit peu plus loin, on a une autre résistance autour des 54 euros. Et historiquement, on a une résistance plutôt autour des 62-64 euros. Donc si on s'intéresse plus sur le cours sur l'année 2023, donc on va dire une oscillation entre 36 et 50 euros pour faire large, avec ici des résistances à 44 euros et autour de 40 euros sur des résistances journalières. Donc on voit l'évolution du cours. Alors moi j'ai pris donc l'action donc quand elle était dans sa zone de support mensuel à 37,15 €. Et puis l'objectif en fait c'est d'aller la revendre. Alors voilà, donc non pas sur les 40 euros, hein, la plus-value n'est pas suffisante, mais on va aller chercher éventuellement la résistance des 44 euros. Voilà, pour essayer de réaliser une belle plus-value en fait sur cette action. Donc pour moi là c'est une valeur de trading, en gros c'est renforcer dans cette zone des 36, avoir un stop loss un peu en dessous en fait de cette résistance trimestrielle, et puis aller chercher en fait avec un ratio 1 pour 3, aller chercher en fait une vente plutôt dans cette zone au moins 42, 48 euros. Action suivante, c'est Freelance. Donc c'est une société que j'avais dans le cadre de mon PEA que j'ai revendu pour acquérir en fait dans le PEA PME. Par contre là, on n'est plus dans la small cap, on est plutôt dans la mid cap avec 673 millions d'euros, 22 millions d'EBITDA, un ROE de l'ordre de 17%, ce qui est plutôt positif, hein. On voit une belle progression du ROE. Des marges, par contre, qui sont pas énormes, hein, une marge nette de l'ordre de 2%, ce qui nécessite quand même une gestion très rigoureuse de la part de la société. Un cash flow de 25 millions d'euros pour une dette en fait de l'ordre de 50 millions d'euros. Si on regarde au niveau graphique, donc c'est une société sur le long terme qui a une très belle croissance. Elle évolue actuellement plutôt dans un range. Alors j'ai mis ici un support mensuel de l'ordre de autour des 5 euros. Et puis donc une résistance qui se situe autour des 8,30, 8,50 euros. On a également une belle résistance hebdomadaire autour des 7,4 euros. Donc mon PRU est à 5,66, hein, donc il est légèrement au-dessus du cours actuel. Donc l'idée c'est éventuellement d'en renforcer autour des 5 euros. Malheureusement, j'ai pas pu en acheter, j'avais pas assez de liquidité sur le PAPME à 5 euros, autour des 5 euros. Bon, j'ai pas pu le faire. Donc si l'action retourne autour des 5 euros, 5 euros, on va dire 5,10 €, je me renforcerai à ce niveau-là pour commencer à m'alléger sur la zone des 7,20 €, 7,30 €. Bon, pour moi, c'est quand même une action qu'on peut garder dans le portefeuille sur le long terme, même si actuellement, elle performe relativement peu. Action suivante, c'est Moulinvest. Donc le groupe Moulinvest, donc c'est une société plutôt small cap, 114 millions d'euros. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur la société. Donc par contre, vous voyez un ROE qui est de 33%, donc qui est très bien. Alors, si elle verse un dividende de l'ordre de 1 euro, free cash flow de 11 millions d'euros pour une dette de 17 millions d'euros. Donc c'est tout à fait convenable. C'est un groupe familial, hein, donc ce sont des scieries en fait. Ils sont dans l'activité du bois, à la fois du bois de charpente et puis également du bois de chauffage. Si on regarde côté graphique, donc Moulinvest, en fait, j'ai un prix de revient à 33 euros, donc qui est pas forcément bon. En fait, par rapport au sommet au plus haut, je suis à un retracement de Fibonacci autour des 50%. Le cours est parti plutôt à la baisse, hein. Idéalement, ce serait de se renforcer
donc autour des 27 euros. Une action qui peut descendre encore plus. Donc il y a quand même un risque. Voilà, on va dire l'analyse technique, graphique n'est pas forcément pour le moment favorable à ce type d'action. Il faut attendre plutôt un rebond, un retour en fait, peut-être un retour vers les 35 euros et puis une orientation un peu plus dynamique en fait de l'action pour peut-être faire un peu de trading dessus. Reworld Media, donc c'était une action que j'avais également dans le cadre de mon PEA que j'ai transféré enfin, transféré entre guillemets dans le PEA PME. 484 millions de revenus pour un EBITDA de 67 millions, donc c'est pas mal. On a un ROE de 28%, donc ça c'est très bien également. Un free cash flow de 18 millions pour un endettement de 26 millions. Donc on voit on a une dette qui est tout à fait soutenable, avec des bons ratios au niveau financier. J'ai un PRU de 5,76, donc on est à peu près dans la zone. Alors même si globalement sur le long terme, c'est une société qui est plutôt le cours est dans un canal ascendant, donc plutôt positif. Néanmoins, depuis la fin de l'année fin d'année 2021, on est plutôt dans un range que j'ai dessiné ici en orange. Donc on va plutôt se renforcer en dessous de 5 euros et puis peut-être essayer d'alléger lorsqu'on va toucher les 8 euros, voilà, si on est dans une logique d'investissement. Moi, je suis de trading, pardon. Moi, je suis plutôt sur un investissement long terme. Peut-être, voilà, faut quand même surveiller la sortie de ce range, notamment vers le bas, voilà, pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on fait si on retourne vers une zone relativement basse autour des 3,20 €. Société suivante, Wavestone. Donc très belle société dans l'informatique, société conseil. Donc en termes de revenus, c'est 500 millions, 489 millions de chiffre d'affaires, un EBITDA de l'ordre de 76 millions et un ROE autour de 20%, donc ça c'est plutôt pas mal. Un payout ratio, donc une société qui distribue du dividende avec un payout ratio de l'ordre de 15%, donc c'est plutôt bien aussi. Des marges, voilà, des marges nettes qui sont de l'ordre de 10%, c'est à peu près comparé au secteur. Si on regarde au niveau graphique, donc Wavestone, alors là ça peut être un split d'action, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est une action que je suivais pas à l'époque entre 2018 et 2019. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une société qui rentre en cotation en 2016. Donc pour une droite de régression, je pense qu'il manque encore quelques années, qui est globalement depuis les points les plus bas ici 2020, bah, opère une belle ascension en fait. Si on regarde au niveau graphique, donc on a de beaux supports hebdomadaires en bleu qui sont représentés ici dans la zone autour des 40 euros. On n'y est pas retourné récemment. On a une zone ici de résistance qu'on a touché 2 fois en août 2022, également en mars 2023. Donc plutôt dans la zone des 51-53 euros. Et si on franchit cette zone, on aura une autre résistance autour des 55 euros. On voit également au niveau journalier, on a un très beau support ici sur la zone des 41-42 euros. Donc elle tape quand même régulièrement là depuis, on va dire depuis le mois de juin de l'année 2022. On tape régulièrement en fait sur ces zones 41-42. Donc pour moi, ça peut être aussi synonyme de se renforcer dans la zone 41-42. Pourquoi pas alléger, en fait, commencer à alléger sur la zone des 52. Là, si on regarde de 40 à 50, donc ça fait 10, ça peut faire du 25%, hein. Si on regarde ici, si on a acheté à ce niveau-là, ou acheté ou renforcé dans ces zones-là ici, on peut voir qu'en l'espace de moins d'un an, en fait, on peut faire du plus 25%. Donc ça peut être intéressant en fait à jouer, notamment sur une action qui a par ailleurs des fondamentaux assez importants. Alors j'ai également mis une zone ici en gris,
Donc un gap qui est ouvert en fait ici. Donc dans la zone 48-49 euros. Donc on pourrait très bien, très rapidement aller combler le gap. Ça pourrait être par exemple à 49,50 pour ceux qui ont un PRU comme moi relativement bas, à 42. Ça pourrait être une petite zone d'allègement à ce niveau-là. Donc voilà en détail en fait. L'historique de mon compte, alors je l'ai mis depuis début de l'année, donc vous pouvez voir par exemple sur Gearbest, j'ai fait un aller-retour en fait, achat-vente, qui m'a permis de faire une toute petite plus-value, voilà, bon, même zéro de plus-value. Voilà, je me suis trompé en fait sur cette action, donc voilà. Voilà, on peut voir par exemple des achats-ventes. Est-ce qu'il y a eu de la vente? Bah non, en fait, il n'y a eu que des achats pour l'instant, en fait, sur les différentes actions. J'ai reçu, il y a un petit peu de coupons, hein, on peut voir un coupon de Moulin Vest, donc de l'ordre de 6 euros. Voilà, donc ça a été un mix entre quelques sociétés de rendement, et puis par contre, je vais peut-être profiter en fait du PEA-PME pour faire un peu de trading. Alors si on regarde le carnet d'ordre, donc carnet d'ordre en fait, j'ai deux ordres de vente. Alors si vous regardez en détail, donc Bourse Directe à 39 à 3,70 € et Française de l'énergie 9 actions à 34,80. Dans les deux cas, en fait, ce sont des ordres qui sont des stop-loss. Alors je ferai sans doute une vidéo à part, hein, pour expliquer en fait mon approche sur le PEA-PME en termes de trading. Bon, je suis pas un trader, hein, donc je me suis un petit peu inspiré de ce que j'ai pu voir par ailleurs. Je vous expliquerai en fait le plan de trading que je vais utiliser pour les différentes actions, les règles de gestion du risque. Donc ça c'est très important avec un ratio 1 pour 3. Donc un stop loss en fait à un niveau de risque et pour un reward en fait à 3 fois le niveau de risque. La somme engagée, voilà, je suis très prudent en fait. Je vais jouer 0,25% d'un capital, alors, fictif entre guillemets, puisqu'il ne correspond pas à la réalité dans mon PEA-PME, de 10 000 euros. C'est-à-dire que je vais accepter de perdre avec mes stop loss 25 euros par trade. Donc ça veut dire potentiellement en fait un gain de l'ordre de 75 euros par trade. Bon, peut-être un petit peu moins si je sors avant, mais en tout cas, le ratio gain-risque 1 pour 3, ça veut dire qu'en termes d'échec, je vais pouvoir supporter un taux d'échec de 66%. Donc ça veut dire que si je réussis plus d'un trade sur 3, globalement, mon trading sera bénéficiaire. Bien sûr, mon objectif c'est d'avoir au moins 50%, c'est-à-dire de réussir un trade sur 2. Donc avec un taux de risque de 33%, je serai forcément à la fin de l'année gagnant financièrement. Voilà, donc alors c'est pas les sommes qui vont être les gains qui vont être très importants, vous l'avez bien compris, mais l'idée c'est de me former en fait concrètement et de risquer concrètement un peu d'argent en fait sur une activité de trading. Alors, on n'est pas dans le day trading sur du forex, etc. On va être plutôt sur du trading court terme, moyen terme, on va dire, hein. Mon horizon, c'est plutôt l'ordre de la semaine, hein, la semaine ou le mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où je vais acheter et le moment où je vais revendre, il va sans doute se passer quelques semaines, voire quelques mois. Mais en tout cas, une gestion avec des stop loss. Donc ça veut dire que je couperai mes positions lorsque j'aurai dépassé les 25 euros, c'est-à-dire 0,25% de mon capital engagé, c'est-à-dire 0,25% de 10 000 euros, voilà, aux pertes possibles. Je le fais pour l'instant pour apprendre. Ça me prendra le temps que ça prendra, le temps que je mette en place des plans de trading qui fonctionnent bien. Et puis, si ça fonctionne bien et que j'ai un bon bilan,
j'augmenterai non pas la taille de mes positions, mais la taille du risque. C'est-à-dire, au lieu de risquer 0,25% sur 10 000 euros, bah, je ferai peut-être du 0,25 sur 20 000 ou 30 000 euros. Donc mécaniquement, ça va augmenter donc la taille de mes positions et donc potentiellement les gains ou les pertes. Voilà, donc le portefeuille en temps réel, donc j'ai 3460 euros. J'ai fait un versement récent, donc j'ai 717 euros de solde en espèces. Donc on peut voir, je suis en moins-value latente de 47 euros, qui est principalement lié à Moulinvest, hein, mais là je l'avais expliqué, c'était une boulette, je suis rentré beaucoup trop. J'ai moyenné à la baisse, donc je suis à 33,77 € de PRU. Bon, bah, donc ça fait perdre voilà, quasiment les 47 euros. C'est sur Moulinvest où je suis à moins 53 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt.